Bonjour à tout le monde. Guy Letellier, je suis pédiatre et médecin de rééducation dans un centre, un SMR pédiatrique, centre de soins médicaux de réadaptation, comme on dit maintenant, à Nantes, Nantes Sud. Et donc, alors dans l'ordre des questions, DPAMed, c'était un coup de foudre en juillet 2018 au Congrès international de médecine physique et réadaptation, c'était à Paris. Et j'ai vu ça, j'étais avec Michael Dinomet, qui est PUPH à Angers, en MPR aussi. Et donc, on a tous les deux trouvé que c'était une idée assez géniale, on l'a essayé. Et puis, depuis, nous, on est tout de suite parti plutôt sur la balance projet de recherche, en fait, pour appliquer, pour prouver que cette mobilisation nouvelle pouvait permettre à nos enfants de 0 à 18 ans de trouver un accès particulier à une thérapie qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc ça, c'est pour l'histoire au départ. Et on est propriétaire du DPA Med depuis janvier 2019. Ça a été relativement vite, et tout ça grâce au dynamisme de Satisform et de Christophe en particulier, de manière à pouvoir collaborer à, à essayer ça chez des enfants qui n'avaient pas l'habitude finalement de tant bouger que ça. Je pense notamment aux enfants polyhandicapés. C'était une utilisation, je pense, qui était peu connue du DPA-MED avant. Et pour les enfants qui n'ont pas ou qui n'auront peut-être jamais la marche, en fait, cette fameuse dissociation des ceintures a permis de redonner du mouvement et un bien-être immédiat suivi d'un bien-être digestif notable, puisqu'on a un transit qui permettait, qui était plus simple et qui tout simplement existait. Et bien des parents qui sont revenus grossièrement pour me dire, bah, docteur, est-ce que vous pouvez faire une séance, ça lui ferait aller à la selle, quoi. Donc ça, c'était un moment intéressant, et bah, on renouvelle. On a un institut pour enfants polyhandicapés juste à côté. Ils viennent régulièrement, ce qui permet d'avoir une activité clinique très appréciée, et des enfants, des soignants et bah, des parents. On aime beaucoup proposer à tous les enfants qui ont une scoliose également, puisque ben, on mesure avant-après, on a un gain de un demi, voire 1 centimètre, voire même des fois plus en taille tronc, ce qui a été très intéressant dans la mesure où on essaie après de leur mouler un corset qui soit le mieux moulé possible. Et on a fait des essais un peu à l'aveugle où en fait on prenait la mesure avec le scan auprès de l'orthoprothésiste. On lui disait attendez, on revient dans 5 minutes. 5 minutes plus tard, il a fait sa séance de DPA et là on avait un tout autre moulage, bien plus correctif, notamment pour les hypercorrecteurs nocturnes, etc. Donc on était mieux. On a une meilleure tolérance également vis-à-vis des corsets. Puis après, on a l'utilisation plutôt chez les patients neuro, un outil complémentaire de réadaptation à la marche et quelque part d'optimisation de la séance de kiné juste après, ou d'APA. Voilà un peu les grands centres d'intérêt, avec de façon plus ponctuelle, parce que heureusement, c'est pas la règle chez nous, c'est les lombalgies ou lombosciatalgies. Et on a eu trois exemples très marquants, dont un avec un foramen lombaire un peu étroit, enfin même étroit, qualifié comme tel. C'est le neurochirurgien qui nous l'a envoyé. Il disait, mais avant de l'opérer, est-ce que vous ne pourriez pas essayer quelque chose? Et donc, ça a été assez spectaculaire, puisque en plusieurs séances, ben, il a été mieux, il s'est redressé, etc. Et on l'a envoyé au neurochir avec imagerie à l'appui, il était beaucoup, beaucoup mieux. Et donc cet enfant ben, trottine comme il n'a jamais trotté depuis des années. Un autre qui nous a été adressé par les neurologues de Saint-Nazaire, qui était désespéré. Ça faisait 1 mois qu'il était sous morphine pour des lombosciatalgies, un jeune de 12 ans, hein. Il y avait même une scoliose réactionnelle, pardon, à la radiographie. Et en une séance, ça a été un peu mieux. 3 séances, tellement mieux qu'à la rentrée de Noël, il a pu repartir au collège en vélo. Et on l'a imagé suffisamment bien pour en faire un cas clinique. Et en fait, on voulait regrouper des cas cliniques pour le publier, tout simplement. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est des cas cliniques, mais c'est des histoires qui, nous, en tout cas, nous font du bien, nous confirment que un outil qui est peu invasif et très peu contraignant, finalement, apporte beaucoup de bien, en fait, à cette population-là. Et pour ceux qui sont douloureux, eh ben, il y a des fois un entretien qui se refait de temps en temps, tous les 6 mois à peu près. Mais voilà, donc c'est un peu du one-shot chez nous, parce que on peut les prendre. Alors one-shot quand c'est tous les 6 mois, ou alors on les prend en hôpital de jour parmi d'autres choses, réathlétisation, enfin tout ce qui va bien. On intègre le DPA et ça devient un objet
quasiment obligatoire à chaque fois, demandé et par les patients et par les thérapeutes. Ce qui est plus compliqué, c'est toujours de faire admettre aux cliniciens que c'est un outil supplémentaire qui leur permet de faire ce qu'eux ne pourraient pas faire, tout simplement balancer des jambes pendant 2-3 minutes, ça devient éreintant avec cette traction. Donc globalement, on est très satisfait. Et moi, ce que j'aimerais poser comme question à la communauté, c'est quand est-ce qu'on peut unir nos forces pour faire quelque chose de propre, de prospectif, de manière à ce que voilà, ça rentre un peu plus dans les mœurs, permettre finalement aux gens d'accéder à une technologie qui semble efficace et non nocif. On a soumis à publication, on attend toujours la réponse, un rapport de non-nocivité sur plus de 2600 séances qu'on a faites chez l'enfant de 0 à 18 ans. Juste une question, parce que moi, je n'ai pas d'expérience en pédiatrie avec le DPA. Et est-ce qu'en pédiatrie, tu utilises le DPA avec le même nombre de séances que nous, enfin que moi, avec les adultes, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de séances. Voilà, nous, on fait ça 2-3 fois par semaine, donc 5 semaines. Et est-ce que donc avec les enfants, ça se passe de la même façon? Et est-ce qu'ils ont tout ce que tu nous as raconté sur ton observation positive, est-ce que tu le remarques avec les mêmes délais que nous chez les adultes, ou est-ce que les enfants ont tendance à récupérer beaucoup plus vite? Très bonne question. On les a peut-être moins, c'est pas aussi protocolisé. Ce ne sera pas 15 séances pour l'un et comme ça à chaque fois ou 3 fois semaine. Ça dépend de ce pourquoi ils viennent. Comme je disais, c'est assez pluriel finalement les indications. Il y en a qui viennent régulièrement pour 2-3 mois pour justement réathlétisation, aide à la marche, etc. Post-chirurgie multisite par exemple. Et dans ce cas-là, oui, on va essayer de mettre ça 2-3 fois dans la semaine en fonction du nombre de fois où ils viennent. Soit ils sont hospitalisés, dans ce cas-là, c'est très facile et je demande au kiné de leur faire au moins 3 fois par semaine. Et pour un nombre de séances qui peut dépasser les 15, c'est assez rare parce que assez vite ils récupèrent bien. L'efficacité, elle est vite palpable, peut-être plus que chez l'adulte, mais j'ai peu d'expérience chez l'adulte. Alors, je suis passé des copains sportifs, voir des médecins de temps en temps le soir pour qu'ils puissent tester et me dire comment ça va mieux. Donc ça, c'est moi mon expertise très limitée chez l'adulte ou le sportif. Par contre, chez l'enfant, on est vite agréablement surpris. Tu avais une autre question? Ah oui, non, peut-être je peux adjoindre ceux qui en font souvent, c'est des patients que j'ai allotractés, que je prépare pendant plus de 6 semaines à une chirurgie type arthrodèse vertébrale postérieure. Et là, c'est un peu couillu, mais finalement, c'est beaucoup de douceur finalement dans un monde de brut où en fait, non seulement avant on les tractait à 4 mains, donc à Garches, on disait la traction, le modelage thoracique, c'est efficace quand il y a des hématomes sous les aisselles. Alors, on ne va pas jusque-là, mais globalement, ils tiraient assez fort pendant des courtes périodes de 10-15 secondes. Et là, au contraire, on les met sur le DPA, donc ils sont tractés en haut et en bas à l'amplitude maximale, enfin à 0,88 Hz. Là, d'ailleurs, on a fait une petite publication ensemble en 2021. Au moins, il y a un substratum scientifique aussi derrière tout ça, et qui me permet de le faire accepter également aux thérapeutes. Et donc, le fait de tracter, de donner cette mobilité-là aux colonnes qu'on va opérer, et ben, en fait, j'étais pas obligé de monter aussi haut dans les poids, parce que moi j'ai des aides-soignantes, voire moi, je veux dire, mettre 30 kilos au bout du fil, c'est lourd. Il y a des risques aussi liés aux blessures dans les services, et ça on veut éviter. Donc on pouvait mettre moins de poids, et en fait on faisait grandir autant l'enfant avec une réduction des scolioses qui était pas mal du tout. Donc ça j'y vais un peu au coup par coup. Mes collègues aussi, mais on est assez contents de ça. Bien sûr, j'en ai parlé à nos scoliologues qui opéraient, et voilà, en tout cas, ils n'étaient pas opposés. Donc, je suis Léna Carcreff, ingénieure de recherche au CHU d'Angers. Et puis, donc, je suis moitié de temps. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis donc à mi-temps au Living Lab Allegro. C'est un Living Lab en gériatrie hospitalière. Et donc, dans le cadre de ce Living Lab, on a eu l'occasion de tester le DPA dans 2 courts séjours gériatriques, parce qu'on a aussi inclus le court séjour gériatrique du Mans. Et donc, c'était donc un protocole expérimental et qui a inclus de l'expérience utilisateur. Donc, c'était vraiment l'idée de savoir est-ce que le DPA est bien accepté par les populations âgées.
Et puis notamment les populations âgées très fragiles, puisque ce sont celles qui sont hospitalisées en court séjour. Donc on a pour ça inclus 35 patients. En fait, il n'y avait pas vraiment de critères d'inclusion spécifiques parce qu'on est sur de l'expérience utilisateur, donc c'était vraiment juste… voilà, il n'y avait pas de critères d'inclusion spécifiques, donc la population est très hétérogène. Donc globalement, ça s'est très bien passé. Ce qu'on faisait, c'était… on essayait de proposer autant de séances que le séjour le permettait. On a réussi finalement à faire 1 à 5 séances par sujet sur ces 35 sujets. Et puis, donc, on commençait toujours… Enfin, c'était quand même protocolisé parce qu'on avait… on avait vu ça ensemble avec Christophe. On faisait la première séance uniquement passif pour se mettre à l'aise avec le dispositif et puis, surtout mettre à l'aise le patient avec le dispositif. Et puis, au fur et à mesure des séances, on augmentait la part d'actifs sur le DPA. Et ceux qui ont testé ont tous apprécié. Il n'y a pas eu d'événements majeurs notés. Et puis, ils ont mis en avant la créativité du dispositif. Et oui, vraiment, toutes les émotions étaient assez positives, donc c'est ce qu'on regarde aussi dans l'expérience utilisateur. Voilà, donc du coup, tout ça, on a essayé de le résumer, d'en faire une publication scientifique, et là, c'est en cours de soumission. Et puis, on aimerait bien donner suite, mais bon, pour tout ça, il faut qu'on trouve un nouveau financement pour éventuellement, justement, je rejoins du coup Guy sur le fait de se mettre ensemble et puis d'aller plus loin et donc de faire une étude clinique vraiment pour prouver l'efficacité de ce dispositif. Donc ça, c'est plus les financements qui nous manquent, mais l'envie est là. Donc ça a été, il y a un poster qui sera à la SOFMER qui a été validé. La SFGG aussi, la Société de gériatrie. Bonjour à tous. Je l'ai rencontré il y a déjà presque 10 ans. Je suis médecin rééducateur pour les adultes. Je m'occupe de neurologie et d'orthopédie essentiellement. Et quand on a démarré l'utilisation du DPA Med, on a été surpris quand même comme le disait Guy tout à l'heure, des éléments en dehors de la lombalgie pour lesquels on utilisait l'appareil initialement, qui pouvaient avoir des retentissements positifs. Et en l'occurrence, dans mon centre de rééducation fonctionnelle à l'époque, je mettais en place sur le DPA des lombalgiques chroniques, mais très très enraidies, et qui avaient également des troubles respiratoires très importants. Et finalement, on améliorait sur le plan fonctionnel respiratoire les gens de façon très intéressante, les patients. Donc ça nous intéressait puisqu'on avait des patients qui se remobilisaient finalement plus facilement, mais parce qu'ils respiraient mieux, ils étaient plus à l'aise sur le plan respiratoire et pas forcément parce qu'ils avaient d'emblée des soulagements rachidiens. Et pour rajouter des éléments à ce que disait Léna, donc moi dans mon expérience, j'utilise le DPA chez les patients gériatriques, des fois très âgés. J'en ai un à l'heure actuelle, il a 94 ans. C'est un ancien rugbyman, ancien membre de l'équipe de France de rugby. Il est enraidi de partout. Et le DPA Med, c'est une belle machine pour les personnes âgées, pour recommencer à mettre de la mobilisation chez des gens qui ont perdu toute motivation à bouger, je trouve. Et donc, chaque fois qu'on a des patients comme ça qui n'ont plus la possibilité de faire de la kinésithérapie parce que les exercices qu'on leur propose en kinésithérapie sont tout de suite très, très, très douloureux,
finalement, le fait de se retrouver douloureux et puis difficile pour eux, le fait de se retrouver en décubitus dorsal et de recommencer à faire de la mobilisation, progressivement, ça leur donne les moyens de pouvoir, les moyens, la motivation et l'envie en fait de pouvoir faire plus d'activité physique. Je mets sur le DPA-MED des patients âgés qui ne se mobilisent plus dans un premier temps pour retrouver de la mobilité. Et une fois qu'ils ont fait une série de 15 séances, des fois j'augmente encore le nombre de séances. Et une fois qu'ils ont fait 15, 20, 25 séances, ces patients-là, je les inclus dans des programmes rééducatifs. Et là, pour le coup, ce qui était impossible avant le DPA-MED le devient. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant concernant tous ces patients avec des prothèses, que ce soit des prothèses rachidiennes, des prothèses de genoux, des prothèses de hanches. Aucun problème pour mettre les patients en traction sur le DPA-MED avec les prothèses. Elles sont parfaitement bien tolérées et il n'y a jamais eu de souci de décèlement de mobilisation, que ce soit au niveau articulaire périphérique ou rachidien. J'ai utilisé l'appareil en centre de rééducation. C'était un centre de rééducation neuro-orthopédique. On faisait également de la rééducation des sportifs, puisque je suis médecin du sport. Je m'occupe essentiellement aujourd'hui du rugby, puisque je suis le responsable national des médecins de match pour les protocoles de commotion cérébrale, donc dans le rugby. Donc on a utilisé le DPA-MED chez les sportifs pour le renforcement musculaire, pour la réhabilitation des problématiques discales, chez les patients avec des situations d'instabilité, avec des spondylolisthésis également. Donc vraiment, on a mis tout un panel de patients sur le DPA-MED, y compris les situations les plus instables, en se disant est-ce qu'on ne va pas faire plus de mal que de bien? Et donc, effectivement, même avec des disques instables, même avec des spondylolisthésis sévères qui étaient destinés à des chirurgies, quand on explique bien aux patients ce qu'on attend de lui également, finalement, le DPA-MED, il est en règle générale parfaitement bien toléré. Voilà. À l'hôpital, on a utilisé le DPA-MED dans tout un tas de situations également, y compris donc au lit du malade et pendant la Covid, chez des gens qui faisaient des myopathies post-réanimatoires pour remobiliser tous ces patients, avec des patients qui avaient des situations de spasticité très importantes, où on arrivait à finalement détendre également ces hyperactivités musculaires. Et puis maintenant, donc, je suis en clinique et puis finalement, on a les mêmes profils de patients. À l'heure actuelle, je mets énormément de patients opérés du rachis sur le DPA-MED, puisque nous avons dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques, nous avons dans notre clinique 4 neurochirurgiens qui sont les neurochirurgiens qui interviennent le plus sur le territoire. Ils opèrent énormément. Et donc, je récupère beaucoup de patients opérés du dos, que ce soit des dos opérés pour des déformations importantes, que ce soit des dos opérés pour des problématiques discales ou des dos dégénératifs. Et donc, on met tous ces dos vieillissants, plus ou moins jeunes, sur le DPA-MED, avec des programmes soit de remobilisation, soit de renforcement, soit les deux. Et ils nous aident, comme le disait Guy tout à l'heure, comme un outil finalement dans la rééducation. C'est un appareil qui nous permet d'initier la remise en mouvement ou qui nous permet d'initier la remise en place de programmes de renforcement que le patient n'est pas en mesure de faire initialement dans un programme classique. Alors moi je m'appelle Corinne Després, j'exerce dans le Nord, près de Lille, dans un cabinet libéral, tout simple, avec multi-activités de kiné, et je fais aussi de la prévention par ailleurs. Je suis
je me définis plus comme une kiné globaliste. C'est-à-dire que, voilà, je ne regarde pas qu'une cheville quand j'ai une cheville, mais je regarde bien l'ensemble de mon patient qui marche. Comment j'ai connu le DPA sur un congrès, moi-même étant un peu lombalgique depuis mes 17 ans, parce que beaucoup d'activités physiques et peut-être un peu trop, pas bien conduite à l'époque. Et du coup, j'ai essayé le DPA Med et ça m'a soulagée. J'ai trouvé ça génial dès le premier essai, il y a très longtemps, sur un congrès Rééduca. Pendant le Covid, je me suis dit vraiment, j'avais envie de cet appareil. J'y suis passée parce qu'il était passé sur roulette. En fait, c'est ça. Dans mon utilisation au cabinet, j'avais besoin, par rapport aux pièces et à mes collègues, de pouvoir le faire changer de pièce. Je l'utilise tous les jours. Alors, je l'utilise vraiment au départ, je l'ai utilisé beaucoup juste après le Covid, là, j'avais beaucoup d'enfants qui étaient vraiment déconditionnés de l'effort et avec des scolioses importantes. Et j'ai eu de très bons résultats très vite. Avec le même protocole d'exercice de rééducation que je faisais avant, mais avec le DPA en plus avant. Donc, en fait, je commençais par le DPA en renfort. Et après, on faisait les exercices. Les enfants faisaient les exercices à la maison. Et j'ai eu des très bons résultats avec des radios. J'ai beaucoup de gens âgés aussi. Et franchement, je rejoins Philippe là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de gens âgés qui viennent pour des douleurs, pour des déviations du rhumatisme très anciennes, des difficultés à la marche. Et franchement, ils me disent tous, là, actuellement, j'ai quand même quelques personnes entre 90 et 100 ans, on va dire, et qui trouvent la première séance très, très, très confortable. Et ça leur permet derrière de retourner marcher dans la rue. Après, moi, je l'utilise beaucoup chez des sportifs. Étrangement, j'ai des problèmes de genoux et d'aponévrosite plantaire. Oui, parce que tout vient de la hanche en fait. Souvent, c'est un problème de hanche et de lombaire, et donc de ceinture pelvienne, on va dire. Et du coup, j'ai remarqué que finalement, dans certains cas réfractaires à la rééducation classique de la tendinite achilléenne ou aponévrosite plantaire, et ben, j'ai remarqué qu'en les mettant un peu sur le DPA pour reprogrammer le mouvement du bassin, ça leur permet de refaire des exercices derrière mieux centrés au niveau actif. Voilà. Et du coup, ben, ils arrivent à avoir moins mal au niveau de la cheville. Après, des dos, j'en ai plein. Canal lombaire, hernie discale, protrusion discale, lombalgie chronique. Je l'ai fait en passif, en actif, plutôt en actif, je dirais. Je crois que j'ai mis beaucoup de gens sur le DPA et j'ai quand même à chaque fois des petits résultats qui m'ont fait avancer plus vite dans mes pratiques, je dirais. Voilà. Je pense que grâce au DPA, j'avance plus vite dans le traitement de certaines choses qui prenaient du temps avant. Les gens âgés, de les remettre à la marche alors qu'ils ont des douleurs ou les remettre à l'activité physique, c'est compliqué. Là, on gagne du temps. Les enfants, pareil. Et puis leur expliquer en même temps que je fais le DPA, je fais de l'éducation thérapeutique, en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression que ça marche. Il ne faut pas les laisser sans leur expliquer. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment une action, il faut vraiment beaucoup communiquer avec le patient en même temps. Je rebondis là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment avancer, puis je te laisserai Philippe. C'est le DPA, c'est qu'un outil et c'est vraiment le professionnel formé et le DPA qui sont très intéressants. Le DPA tout seul, sans les protocoles, c'est pas suffisant. C'est très important ce qu'a dit Corinne, effectivement, et ce que tu viens de rajouter, c'est que les protocoles, c'est une chose, mais il faut, ce qui est très important, c'est de comprendre pourquoi on met un patient sur le DPA, quel est l'objectif pour lequel on va le mettre sur le DPA, et ensuite, donc, bien expliquer au patient quelle va être sa participation et comment il va devenir un acteur
important sur la machine. Raphaël, je vais te laisser te présenter. Ce qui est bien, c'est que Corinne, tu as fait le lien entre les adultes, les enfants. Tu as les deux. Raphaël, je crois que je vais te laisser te présenter. Je sais que tu travailles beaucoup avec les enfants. Oui, bonjour. Bon, moi, c'est super cette petite réunion là. Alors, moi, j'ai un parcours un peu particulier. Au départ, je suis chiropracteur. J'ai passé un board en neurologie fonctionnelle aux États-Unis et un master en neurosciences appliquées. Je m'intéresse beaucoup en fait au système vestibulaire et la relation entre les mouvements des yeux, le système vestibulaire et l'aspect proprioceptif, qui est pour moi essentiel. Je vois des enfants, alors beaucoup d'enfants, enfin beaucoup de patients cérébraux lésés, on pourra en parler avec Philippe. Des gros traumatismes crâniens et autres. Je ne fais pas de manipulation comme on peut l'imaginer, le chiropracteur qui fait des manipulations. C'est pas ça qui m'intéresse. Je m'intéresse beaucoup à la physiologie, puis les travaux en fait que m'a présenté Christophe Bensoussan sur le DPA m'ont intéressé. Parce que je recherchais un appareil qui faisait le lien entre un appareil que j'utilise beaucoup, qui est l'appareil de Technoconcept, qui permet de donner une illusion de la marche, et puis un simulateur équin qui lui aussi donne une illusion de la marche, qui est fait par un collègue médecin et chercheur en neurosciences qui est Manuel Gaviara, du côté de Montpellier. Et moi, je recherchais un petit peu ce même simulateur, mais plutôt que mettre le patient sur un cheval, sachant que les patients que j'avais c'était un peu compliqué. J'ai trouvé que la solution de Christophe Bensoussan était pas mal, surtout que ça faisait un petit peu écho à certaines techniques de flexion-distraction qui sont utilisées aux États-Unis, mais là avec l'aspect un peu plus fonctionnel qu'est le mouvement, et avec aussi l'aspect de potentialiser le côté actif et de remobilisation de la colonne vertébrale. Donc voilà, j'utilise beaucoup le DPA quasi quotidiennement en fait pour ces patients qui viennent en stage ici, et qui le font 1 à 2 fois en fait par jour sur une semaine, essentiellement dans un premier temps en passif pour comment dire, échauffer un petit peu l'aspect proprioceptif avant moi de les mettre sur les matériels de Technoconcept. Et je trouve que c'est assez complémentaire. Chez les adultes que je vois, chez les enfants qui ont une forme de marche, j'ai pas vu de changement significatif au niveau des tests de marche, mais par contre, vraiment, il y a, pour ceux qui arrivent à s'exprimer, il y a vraiment un ressenti de la marche qui est différente, une perception qui est différente, et surtout un équilibre qui est différent en fait. Après ça, pour rentrer un petit peu dans les détails, je fais 1 à 2 sessions en passif avant de travailler derrière avec d'autres modalités. Et l'aspect qui me parle le plus, c'est qu'il y a vraiment tout de suite une diminution de cette hyperactivité ou hyper-réflexe au niveau des jambes et de la colonne, enfin, surtout quand il y a de la spasticité. Il y a vraiment une diminution en fait qui est très très présente, et qui nous permet après de continuer à travailler sur ces patients-là. Je prends la constante des patients pendant que le patient est en train de faire le programme en DPA, et on voit souvent des changements au niveau
au niveau de ces constantes, notamment au niveau de la saturation en oxygène, quand on place en fait le saturomètre au niveau des membres supérieurs. Donc je reviens sur l'idée de Philippe qui disait qu'il y avait d'autres derrière des changements au niveau autonomique, au niveau respiratoire et au niveau digestif dont Guy parlait. Ouais, ça j'en suis conscient et je l'observe quasiment toutes les semaines, quoi. Il se produit quelque chose sur le plan purement mécanique au niveau de la mobilisation de la paroi thoracique. C'est évident, on le voit, hein, de toute façon, quand le patient est allongé, on voit que son bassin se met à boucher et puis qu'on remonte comme ça progressivement de plus en plus haut au niveau thoracique. Et donc, on crée probablement des mobilisations des volumes pulmonaires chez des gens qui vont avoir des adhérences, des choses comme ça. Et c'est dans ce sens-là que les insuffisants respiratoires chroniques que moi j'ai mis en place sur le DPA ont senti une amélioration très nette, au moins avec une série d'une dizaine de patients, au moins équivalente à celle qu'ils récupéraient quand ils allaient faire un stage de rééducation fonctionnelle respiratoire dans des centres spécialisés. Donc c'est dans ce sens-là que c'était intéressant. Après, il y a eu un papier, hein, un poster qu'on avait présenté sur l'ampliation thoracique, mais c'est quand même assez difficile de pouvoir juger de cela. Mais sur un plan fonctionnel, c'est marquant. En revanche, sur le plan de l'amélioration des fonctions, des déterminants respiratoires, ça avait été fait aussi, et ça on n'avait pas montré, je crois, hein, Christophe, EFR n'apportaient pas de modification. Non, parce qu'on avait pris on avait pris dans l'étude des personnes saines. Donc, on sait qu'on peut améliorer l'ampliation thoracique d'une personne saine, hein, sur un plan mécanique, sans améliorer sa capacité pulmonaire. Par contre, pour rejoindre Raphaël, on a également, durant le Covid, installé 3 réa sur lesquels on avait mis des DPA MED et sur lesquels on voyait également, pendant la mobilisation, hein, on ne parle pas de l'après, mais pendant la mobilisation, on voyait des améliorations également de certaines constantes dues à cette mobilité, hein. C'est des choses qui ont été vues en effet en termes de saturation. Sur l'étude, on n'avait pas du tout pris ces constantes. L'ENA, c'est vrai que sur la partie gériatrie, c'est pas quelque chose qu'on a pensé prendre. Cependant, après, ce qui est intéressant chez Philippe, c'est qu'il y a eu des rémanences au niveau respiratoire. Je ne sais pas si, Raphaël, toi, tu as vu des choses après séance ou c'était juste pendant la séance? Si, alors c'est intéressant de parler avec Philippe parce que sur les enfants, ça réagit, enfin les enfants réagissent assez bien. Ça reste, de ce que je vois, moi, c'est que les enfants réagissent bien, ça reste temporaire après. Voilà. D'accord, faut garder ça en tête, hein, ils sont bien pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ça laisse le temps de faire des choses derrière. On a sur certaines choses, heureusement, des rémanences, des fois sur la douleur, des fois surtout quand on est après actif sur le renforcement, sur les gains des fois de capacité de mobilité. Pour d'autres, des fois, en effet, ça va être juste un adjuvant qui va permettre de donner une fenêtre de rééducation plus efficiente. Sur un autre volet, la spasticité, Philippe, tu as parlé aussi de la spasticité, Raphaël, tu as parlé aussi de la spasticité, Guy également. Dr Franio Kimberley. Donc, je suis médecin généraliste. Je travaille en salariat au sein d'un centre de santé d'une part et d'un cabinet médical privé d'autre part. J'ai effectué mon travail de thèse justement sur le dispositif médical DPA, mais dans l'indication des lombalgies chroniques chez les patients âgés. Au niveau des résultats de mon travail de thèse, on avait une amélioration au niveau du nombre de
de patients qui utilisaient des antalgiques entre avant et après 20 séances de DPA. Il y a eu plusieurs présentations en congrès, notamment lors du congrès du CNGE 2022, où on a fait une communication orale, et aussi au CNGE 2023, où on a fait une communication affichée avec poster commenté. Alors, du coup, on avait 55 patients dans l'étude. Moi, c'était une étude mixte. Il y avait du qualitatif, il y avait du quantitatif. Donc, pour le qualitatif, donc en fait, j'ai réalisé des entretiens individuels semi-dirigés avec 15 patients parmi les 55. Et par contre, tous les 55, ils ont eu tous la partie quantitative. Et donc, au niveau des résultats quantitatifs, donc, on avait on s'est concentré sur la marche et l'équilibre. Donc, on a utilisé le test de Tinetti, où là, on avait une amélioration au niveau de la marche et de l'équilibre des patients, mais qui n'était pas significative. Et on a aussi évalué la qualité de vie à l'aide du questionnaire EQ5D5L. C'est un travail qui vraiment offre des perspectives ambitieuses pour la suite. Si on avait pu inclure davantage de personnes, on aurait eu des résultats à plus grande échelle et donc davantage reproductibles à la population générale. Je propose au docteur Serveille, à Pierre, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Est-ce que je peux pas une toute petite question pour docteur Fragno? Je voulais Bien savoir sûr. si son critère principal, un de ses critères, c'était la baisse de 50% des antalgiques ou l'arrêt complet des antalgiques? Parce que du coup, ça n'est pas significatif. Enfin, je suis assez étonné que, du coup, généralement, les gens baissent quand même, généralement leur quantité de médicaments. Mon critère de jugement principal pour le quantitatif, c'était pas sur la douleur. En fait, sur la douleur, ça a été une découverte fortuite, en fait, au décours de l'analyse, parce que moi, c'était vraiment sur la qualité de vie et c'était aussi sur la marche et l'équilibre. Et au décours, quand j'ai fait les calculs, les statistiques, j'ai découvert justement qu'il y avait 5 patients qui n'avaient plus d'utilisation d'antalgique entre avant 20 séances et après les 20 séances. C'est ça. Oui, d'accord. Donc en fait, ils ont pu quand même baisser de palier ou de quantité absolue, mais ça, ils n'ont l'a pas forcément relevé. Ok, merci. Et juste si je peux compléter, Kimberley, c'était en fin de compte, il y avait eu une interrogation parce que on avait certains patients qui n'avaient pas diminué la douleur et du coup on s'était interrogé et c'est suite à cette interrogation où sur l'échelle de douleur on était, je crois, sur du 2-3, c'était pas non plus des douleurs très élevées, mais du coup c'est là qu'on s'était interrogé, se dire bon, ils ont peut-être la même douleur, mais est-ce qu'ils ont cette même douleur avec la même prise d'antalgique? Et c'est là, si je peux me permettre, Kimberley, qu'on s'est aperçu que ils étaient, et du coup, il n'y avait pas forcément, c'était pas si significatif sur la baisse de la douleur, parce qu'il y en a, ils étaient restés à la même douleur, mais sans, avec une diminution médicamenteuse. Voilà, donc merci à Kimberley, merci à aussi notre interne qui a soutenu sa thèse d'exercice là-dessus, sur les lombalgiques en voie de chronicisation. Voilà, on a notre patron de comité d'éthique et rhumatologue au CHU Nantes qui avait validé la thèse et qui avait trouvé ça très très bien. Donc voilà, c'est un message assez positif. J'ai vraiment pas grand-chose de négatif à dire là-dessus, étant donné que voilà, ça fait du bien d'avoir de bonnes nouvelles, quoi. Très bien, bah, merci Guy. Du coup, pour me présenter, je crois que ça doit faire 5 ans que j'ai la machine, je ne sais plus, entre 4 et 6. Alors moi, je suis médecin généraliste et avec une activité assez multiple, donc pas mal de sommeil, mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu moins de recrutement pour le dos, enfin les rachidalgies de manière générale, ou les gonalgies, les cervicalgies. Donc là, je suis à peu près à 2 patients par jour, on doit garder dans les 25-30 minutes. On fait souvent au moins deux séances de 10, voire parfois des séances de 5 en plus, 5 minutes. Je donne souvent les protocoles, je fais l'examen initial, l'examen final, mais c'est généralement mes infirmières qui sont assistants médicales qui gèrent la surveillance des séances, qui guident un peu, qui font le coaching sur les exercices que je vais proposer, qui m'appellent si j'ai besoin. Et on doit avoir une moyenne, je pense que les patients doivent faire 4 séances en moyenne. Parfois on aimerait qu'ils fassent un peu plus, mais quand ils ne reviennent pas, ils ne reviennent pas. Alors bien souvent ils ne reviennent pas parce qu'il vaut mieux quand même.
On a beaucoup de lombalgie, que ce soit autant aiguë que chronique. Des réducalalgies, des sciatalgies, j'ai entendu parler. J'ai pas trop de scoliose, mais il y en a quelques-uns qui viennent pour des problèmes de scoliose. En tout cas, que je recrute pour des problèmes de scoliose. C'est un peu plus long pour les cervicalgies à traiter, mais c'est vrai que ça leur donne pas mal de gains fonctionnels, notamment pour la conduite, ça ils sont contents. Et c'est vrai que pour les gonarthroses, ils consultent pas pour la machine en général, mais c'est souvent très rapide pour les traiter. C'est beaucoup plus rapide que pour les lombalgies, et encore beaucoup plus rapide bien sûr que les cervicalgies. Bonjour à tous. Donc moi je suis Guillaume. Je travaille donc avec Pauline qui est médecin généraliste. Et donc le fonctionnement qu'on a, c'est Pauline qui en consultation voit des patients qui ont des problèmes de dos, des douleurs généralement, jusqu'au cervical, ou bien qui ont des troubles de la marche, du Parkinson, des choses comme ça, et qui va donc les adresser en DPA. Donc nous on a un protocole qui est en 10 séances avec un bilan de départ et un bilan de fin. On fonctionne avec sur les bilans une ODI, donc un score de douleur qui est systématique et qui fait qu'on a des stats précises en fait sur les résultats qu'on obtient, qui sont, je trouve, assez excellents, puisque en moyenne on divise par 2 les douleurs ressenties par les patients, avec évidemment de la variabilité au sein de ce résultat, avec des patients qui vont avoir une amélioration qui est un peu plus légère, d'autres qui va être énorme. J'ai vu notamment des gens qui avaient mal au dos depuis 15 ou 20 ans et qui sont ressortis en n'ayant plus que des douleurs assez bénignes, et qui ont l'impression de retrouver une vie sociale, une vie tout court. C'est assez génial dans ces moments-là. De façon concomitante, on peut avoir un patient qui du coup est adressé pour des troubles de la marche. On a traité du Parkinson notamment. Et qui vont aussi avoir de l'arthrose, et on voit, alors là par contre ça je le mesure pas aujourd'hui parce que j'ai pas les moyens et les connaissances pour mesurer la progression moi-même sur ces sujets-là, enfin si, je demande aux patients quand même de mesurer le temps qu'ils sont capables de marcher sans aide d'affilée. Je fais des choses comme ça pour avoir des marqueurs quand même qui sont qui sont objectifs et pas juste du ressenti. Et donc déjà, sur la marche en elle-même, clairement, on a de bons résultats. Moi, j'ai des patients qui avaient de grandes difficultés à marcher ou qui marchaient plus qu'avec une canne et qui arrivent à se passer de la canne au moins sur une partie maintenant de leur marche, des choses comme ça. Et donc parfois, ils ont aussi de l'arthrose et ça donne la sensation quand même qu'on leur redonne un petit peu de fluidité de mouvement. Est-ce que du coup, tu as protocolisé un peu une utilisation avec passif-actif, ou c'est très dépendant du patient, comme un peu dans la formation, où tu commences à voir que certains protocoles sont répétables? Alors, quand tu dis passif-actif, pour toi, actif, c'est comment on leur fait faire des exercices? C'est ça, c'est ça. Ouais. Moi, je fais que de l'actif. Maintenant, en fait, sur le bilan, ce que je fais en fin de bilan, c'est que je fais faire les différents types d'exercices possibles aux patients. Et j'observe en fait sa réaction aux exercices ou sa difficulté à les faire. Et ça me donne des zones, entre guillemets, à cibler sur lesquelles je vais appuyer un peu plus fort. Même si j'essaie toujours de faire un peu de tout quand même pour travailler un peu comment dire, dans l'ensemble, mais ça me donne quand même des zones qui sont plus sensibles, sur lesquelles il y a plus de difficultés et qu'on va travailler en priorité en fait. Ce qui donne, je trouve, alors ça pareil, ça se mesure pas facilement, mais je trouve des résultats plus rapides. C'est-à-dire que là où au début, j'avais des patients qui au bout de 6-7 séances disaient qu'ils commençaient à ressentir un gain qui était très visible. Maintenant, parfois, au bout de 2-3 séances, j'ai des gens qui me disent non, mais là, ça n'a plus rien à voir, quoi. Très bien. Je vais du coup passer la main directement à Arnaud. Arnaud Malbranc, je suis médecin à l'hôpital du Mans, je travaille en unité neurovasculaire. Et donc, j'ai rencontré Christophe, effectivement, suite à un problème de dos personnel. J'ai un canal lombaire rétréci avec un rachis complètement dégénératif après de longues années de sport-études de gym. Voilà, et donc on s'est rencontrés comme ça, où voilà, j'ai pu essayer le dispositif, le tester, et ça m'a vraiment soulagé. Ça m'a permis d'arrêter les antalgiques. J'étais arrivé à des doses, voilà, et ça m'a permis de sortir de tout ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ensuite, concernant le travail,
qui a été fait sur l'hôpital du Mans en unité neurovasculaire. L'idée, c'était de un peu moderniser la prise en charge rééducative au sein de l'unité neurovasculaire dans laquelle je travaille. Et puis, voilà, le dispositif me paraissait intéressant et on a voulu évaluer le dispositif sur comment sa partie faisabilité, enfin la faisabilité et l'acceptabilité du dispositif chez des patients plutôt âgés, c'est la population qu'on a en UNV, avec des patients hémiparétiques ou hémiplégiques. On a passé 30 patients. 30 patients dans la machine, avec un total de 146 séances. La première satisfaction, c'est que finalement, le dispositif a vraiment été accepté par les patients. On n'a eu aucun refus. Vraiment, même chez les patients âgés, les patients hémiplégiques, les séances, on a pu aller jusqu'au bout de toutes les séances à chaque fois. Ça s'est très bien passé. L'axe de travail, ça a été celui des complications liées au décubitus. Et donc, c'est la porte d'entrée qu'on a voulu tester. Et voilà, on avait une tendance, en fait, effectivement, à l'amélioration par rapport aux complications des décubitus. Alors, on était surtout les diminutions, il y avait le transit qui apparaissait le plus. Et dans les témoignages qu'on a de différents utilisateurs au lit du patient ou pour des polyhandicapés, c'est ce qu'on retrouve également de façon de façon très importante. Ouais, on avait effectivement le transit, on avait les infections, ce qui était aussi infection pulmonaire et infection urinaire. On avait une tendance, parce qu'effectivement, les patients qui bénéficiaient des séances faisaient moins de complications de ce type. C'était à peu près 6 mois de data, ça correspondait à peu près à ça, 6 mois de data, donc sans utilisation du DPA, et 6 mois de data avec utilisation du DPA, et on a comparé les deux groupes pour voir si c'était... et là, on avait vraiment des résultats qui étaient très significatifs dans ces domaines. Moi, c'est Jérôme, je suis kiné. Nous, du coup, on a le DPA depuis février. Moi, globalement, je l'utilise surtout pour nos patients qui viennent pour un séjour de rééducation aux efforts lombaires, donc des problèmes de dos globalement. Je l'utilise majoritairement lors des pics ou quand ma patient a un pic un peu aigu, douloureux. On essaye sur quelques séances, ce qui a permis sur certains, bon, j'ai pas de statistiques, mais sur certains un retour plutôt positif. J'essaye de jongler surtout sur moi, j'utilise uniquement le programme mobilisation et je joue après sur la décoaptation. Donc, en jouant après au niveau de la hauteur de la table pour essayer de décoapter un petit peu plus. D'accord. Et quand le programme mobilisation, c'est lequel? Plutôt une mobilisation lente ou une mobilisation dynamique? Alors, après, on fait des tests qu'on avait vus lors de la formation. Mais moi, ce que je trouve, en général, je trouve que les patients préfèrent la vitesse, les grandes amplitudes. Je trouve que souvent, c'est plus facile. Ils préfèrent plutôt cette approche-là. Après, ça dépend du patient. On essaye la première séance et après, essayer de le faire quelques fois pour voir si ça fait passer la douleur, le pic douloureux. Avec un travail actif aussi, vous arrivez à mettre en place du travail actif de renforcement ou plutôt moi, passif? je sais que après Aurélie le dira peut-être. Moi, je sais que le seul renforcement, j'utilise très très peu. J'étais vraiment sur de la décoaptation en passif sur ces patients-là, parce que j'en ai pas mal. Mais je n'utilise pas trop sur l'actif. Après, je sais que mes collègues le font un peu plus. Merci. Donc, moi, c'est Aurélie, kiné aussi. Moi, j'utilise beaucoup plus le DPA avec des patients scoliotiques. D'accord. Plutôt déjà âgés. Et donc, avec quand même, ce qui leur ressort, c'est vraiment l'impression d'avoir été agrandi et de ressortir en posture plus droite. Donc, vraiment intéressant auprès de ces patients-là. Et avec un travail actif également, en passif, grande amplitude et puis travail actif. Et
pas mal aussi, avec un bon retour sur des patients qui présentent de la spasticité des membres inférieurs. Les patients réclament avoir une mobilisation par le DPA, avec vraiment une impression de réduction de la spasticité. Et pareil, j'aime bien parler comme ça de patients qui réclament avoir une séance. Finalement, ce sont les quelques patients amputés en fait, qui, en portant la prothèse, aiment beaucoup l'attraction et la détente amenée par le DPA. Voilà, là, c'est vraiment les retours patients les plus intéressants, pareil de ce que moi je peux voir. Sur l'utilisation, puisque tout à l'heure, j'ai pas pu me présenter, donc effectivement, nous, on a à la fois des patients neuro et des patients locaux. En locaux, on est très convaincus de l'utilisation, et Aurélie en neuro aussi. Et après, à titre personnel, vraiment, j'en vois un bénéfice aussi, donc tous ceux qui l'utilisent sont ravis. Bonjour, moi c'est Maria Laraga, je suis ingénieur de recherche au laboratoire d'analyse du mouvement du centre GEC à Vancouver. Et on avait utilisé les DPA en 2019, enfin pour voir l'effet sur la marche pour des patients atteints des lésions cérébrales. Et ensuite, on a continué, on a fait des tests aussi pour évaluer le mouvement sur le DPA en 3D notamment. Et ça continue aussi par un travail que finalement on a publié, un travail qui avait été fait au Mans, si je ne me trompe pas. Et justement, on évaluait la mobilité du bassin et du tronc sur le DPA. Qui a été publié dans qui avait été publié dans GitHub Posture en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Voilà. De 2021 et, Oui. Et on avait donc suite au niveau des TC, on avait fait aussi donc des avant-après utilisation DPA pour voir un peu la progression de patients AVC ou surtout de TC avec une utilisation on va dire presque one shot pour voir l'évolution juste après une séance ou deux de DPA. On avait eu des très bonnes réponses des patients. Après, à l'époque, on n'avait malheureusement pas des groupes et des comparaisons, pas des groupes contrôle, on va dire. Mais en tout cas, on avait trouvé des bonnes réponses des patients. Ben, merci Omar, et il y a des projets futurs, on l'espère aussi encore de recherche ensemble. Bonjour, donc Cécile, je suis podo-ostéo. Je suis accompagnée de Juliette Boutmicourt qui est kiné. On travaille en libéral. Dans la même structure, voilà. Dans une maison de santé. Et on se disait en vous écoutant qu'il fallait qu'on réorganise notre façon de faire pour potentialiser l'utilisation du DPA. Marc, tu lèves la main. Sur la différence passif-actif, moi ça fait quoi? Peut-être 4-5 ans, peut-être, je ne sais plus exactement. En cabinet libéral, kiné et ostéo. Dans le chronique, le fait de passer à l'actif beaucoup plus marqué, et d'ailleurs les derniers programmes là où on a de l'actif avec des changements de rythme, etc., sont de ce côté-là très intéressants. Ça permet de renforcer énormément le côté gainage. Et ça, c'est de ce côté-là très intéressant. Et ça permet aussi, en fait, au niveau vertébral, de bien recaler, c'est-à-dire le patient sous contraction. Les appuis qu'il va trouver, en particulier avec ses articulaires postérieurs, je pense, aident au recalage vertébral et au réalignement. Donc de ce côté-là, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà, donc c'était ça que je voulais renforcer un petit peu sur cette application, sur la façon d'appliquer. Et du coup, ça a beaucoup relancé la façon dont on avait de l'utiliser, en fait. Et peut-être juste pour compléter, je me suis aperçu qu'un certain nombre de sportifs, même de sportifs de haut niveau, voire de danseuses, par exemple, qui ont donc normalement d'excellents gainages, eh bien, n'arrivaient pas à gainer latéralement la région lombaire, enfin, et donc avaient des problèmes de dos, malgré tout, et donc ils sont en général hyper souples, hyper laxes. Donc le problème de la stabilité active est effectivement majeur. Et je me suis aperçu que, bon voilà, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, eh bien, ils n'avaient pas gainé. Et de ce côté-là, DPA, en particulier au niveau lombaire, de ce côté-là, DPA est beaucoup en actif. Merci Marc. Stéphane. Stéphane, je suis kiné-ostéo, je suis installé aux Portes du Mans, j'ai le DPA depuis 4 ans. Je rejoins ce que vous avez dit sur les parties lombaires et autres. Après,
L'autre point sur lequel j'utilise l'appareil, c'est en neuro, avec un certain nombre de patients parkinsoniens. En ce moment, on travaille avec France Parkinson sur un parcours training avec les patients. Donc moi, je fais un travail bénéfique pour eux sur la marche avec le DPA et sur la position de salutation qu'ils ont et les douleurs lombaires qu'ils ont. Et j'intègre ça à un parcours où j'utilise la vibration pour lever des spasticités qui est reconnue avec des plateformes particulières. Ensuite, je fais du DPA avec de la traction principalement. Et ensuite, on fait quelques exercices de gymnastique. Et après, soit ils passent sur le vélo, soit sur le tapis de course à pied, où c'est des patients qui arrivent à marcher à 4-5 km/h. C'est assez bluffant. Et les témoignages des familles, en fait, sur la marche sont les plus importants en disant je ne sais pas ce que vous avez fait à papy ou à tonton, mais il marche, il court, c'est merveilleux. Donc là, il y a vraiment un effet. Et l'autre type de patients que j'ai pu avoir sont des patients obèses qui ont eu une révélation en étant dans la machine en disant ça fait 15 ans que j'ai mal au dos et que je ne me supporte plus. Et du coup, ces patients reviennent et se sentent soulagés dès la première séance. Et des douleurs qu'ils avaient depuis 15 ans à cause d'une obésité importante, hein, on parle de patients très très lourds, hein, 140, 150 kilos, ont vraiment un effet très important. Et puis voilà, et puis mon épouse me glisse à côté qu'elle utilise sur les scolioses, ça tous, vous l'avez dit, et sur les patients avec la mucoviscidose, elle les utilise pour drainer. Oui, mais j'ai une petite question avant d'y aller. On a parlé justement chez les patients scoliosiques de travail passif, ça je comprends, faible vitesse, je comprends aussi, mais en grande amplitude. Et pour moi, la machine, elle va toujours au bout du rail, hein. Donc les amplitudes, c'est les mêmes en passif, quoi. Alors, en passif, les amplitudes, alors elles sont les mêmes par rapport à chaque patient, hein, les amplitudes varient par rapport au patient, aux capacités de mobilité du patient. On a en principe 2 vitesses dynamiques, ce qu'on appelle vitesse dynamique. Alors, il y avait des générations qui avaient la 0,75 et d'autres la 1,2. Je ne sais plus. Donc, c'est-à-dire soit c'était une vitesse plus rapide que la 1. La 1, c'est celle qui génère les grandes amplitudes. Et le travail actif, ça, c'est vraiment en fin de compte, pour le travail actif, on a 2 modes de travail actif. En neuro, sur des patients avec des déficiences très importantes, on va leur demander d'augmenter les amplitudes sur une jambe, sur la deuxième jambe, puis les 2 jambes en simultané. Et puis, pour les patients qui ont plus de capacité, on va leur demander de limiter les amplitudes. Ça, c'est plutôt sur les lombalgiques, c'est plutôt ce qu'on va chercher à faire. Merci de votre participation. Je vous souhaite une bonne semaine.